Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur notre antenne, bienvenue sur 10-12 le Zénith, bienvenue sur votre talk show qui vous accompagne entre 10h et 12h sur Equinox Télévision. Et c'est un plaisir en même temps de partager ce moment important avec les millions de Camerounais que vous êtes de l'intérieur comme de l'extérieur. On va le dire, Roger Milla insiste et demande à ce que le nom lui soit accordé au niveau du stade de Japoma. Lui qui au courant du week-end dernier a d'ailleurs transmis ce message au ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République pour le dire, allez dire à Paul Biya, président de la République justement, que j'attends que le nom du stade de Japoma soit baptisé le stade Roger Milla. Comment comprendre en même temps cet appel qui sonne, on va dire, bonnement aux oreilles de quelques Camerounais, surtout l'appel de Roger Milla de son vivant qui demande à être reconnu, à être honoré, lui qui a été sacré joueur du siècle au Cameroun, mesdames, messieurs, un sujet d'autant plus important qui interpelle plus d'un Camerounais. Comment est-ce que le Cameroun honore ses valeurs et ses gloires? Bienvenue à tous. Charles Amel est là ce matin, Bonbon Bengan, Isabelle Carozopet et Dominique Audrey Yengelek. Et comme vous le savez, nous sommes unis pour une belle mission, mesdames, messieurs. On vous servira jusqu'à 12h. Installez-vous confortablement. Bonbon Bengan, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Effectivement, il y a un stade Paul Biya, un stade Amadou Ahidjo. Au moins, on peut avoir un stade en mémoire d'un de nos sportifs. Absolument. Là, c'est pas mauvais. On aurait pu, vous n'avez pas connu le camp de l'unité, là où on faisait la boxe. On aurait bien pu. Derrière l'état-major quand même, bon. Ah voilà, merci. Voilà. Mais vous n'y avez pas vu le camp. Bon, on y a organisé quelques baptêmes. On aurait pu baptiser ça. Quand Bessala, Joseph Bessala, pourquoi pas? Bon, comme ça, on dit au digne fils la patrie reconnaissante. Ouais. C'est vrai, il a bénéficié la faveur d'un décret ambassadeur itinérant, c'est pas tout. On peut bien lui donner le nom de ce stade. Parfait. Charles Amel, bienvenue ce matin. Monsieur Michel Ngachou, je suis un peu dépité ce matin. Je ne sais pas s'il faudrait vous dire bonjour. Après avoir appris, Monsieur Michel Ngachou, tout ce qui s'est passé dans le Sud, où on a décidé de lancer au 2022 un vaste projet de développement de tous les réseaux du Sud. Comment on va dire, la région du chef de l'État, pilotée par une nouvelle task force, celle de Famendongo, donc du ministre de l'Enseignement supérieur. Donc c'était possible au Cameroun? Là, bien sûr, toute la question. Si on a pensé au Sud, on a pensé au plan de reconstruction du Nord et du Sud-Ouest. Où en sommes-nous aujourd'hui? Peut-être la question mérite d'être posée. Il faudrait que le ministre Famendongo, il est d'ailleurs ministre d'État, qu'il fasse le tour du pays pour relancer les projets en abandon. Là, on peut bien comprendre. Mais si c'est pour la région du Sud seulement, c'est pas bon. De toutes les façons, le renouveau a abandonné beaucoup de projets. S'il y a un peu dans les caisses de l'État, on fasse une répartition. On reviendra sur ce sujet, bien évidemment, au courant de l'édition de ce matin. Allons saluer Isabelle Carozopet. Bonjour à vous, Isabelle. Bonjour à vous, Michel Ngachou. Coupe d'Afrique des Nations de volley dames. Où sont passées les primes de ces joueuses? Elles qui, après avoir fait un parcours excellent, justement, durant cette coupe, ont aujourd'hui besoin de leurs primes qu'elles ne cessent de réclamer. Qui a bouffé les primes de ces Camerounaises? Combien est-ce qu'on leur a au final reversé? Ça peut finir ou pas au Cameroun, on va dire une mangeoire des primes. Les sportifs souffrent à cause de qui au final? On en parlera tout à l'heure. Dominique Audrey. Michel. C'est le Zénith. Bonjour. Ça va bien? Ça ne va pas? Ça va pas très fort. Ce matin, j'ai une pensée pour tous les parents qui ont perdu brutalement leurs enfants. Voilà. On va faire un petit clin d'œil à M. Abena qui nous regarde ce matin. On le sait, depuis quelques jours quand même, on avait ce jeune stagiaire qui était autour de nous d'ailleurs sur ce plateau du Zénith qui, hier, brutalement en fin de soirée, nous avions appris durement son décès. Et d'ailleurs, on va le dire, pendant quelques jours, il était interné dans un hôpital, partant de Kribi pour Douala. Et au final, hier soir, durement on apprend son décès. Jeune, stagiaire, brillant. On va dire hyperactif, proactif, voilà. Réactif et surtout très calme. Très calme. Voilà. Merci à vous, madame, monsieur. Installez-vous confortablement. N'oubliez pas les codes d'accès, du moins le code d'accès en même temps, qui est celui qui vous donne d'avoir vos points de vue. On les lira naturellement. Allez nous écrire par SMS et d'ailleurs au bas de l'écran
Le numéro s'affichera. Mais surtout, allez vous abonner à nouveau sur notre page de Facebook Equinox TV. Là-bas, les débats sont souvent très compliqués. Oui. Nous vous aimons, vous le savez. L'histoire de Dominique Audrey ce matin. Rebonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous présente l'histoire d'une dame qui dit « J'ai été mariée coutumièrement avec un homme et on a eu 2 enfants. Le premier est mort une semaine avant la cérémonie de la dot et le deuxième enfant, c'est une fille, est âgée aujourd'hui de 2 ans. Durant les 3 années de vie commune, je subissais des violences conjugales où pour un rien j'étais battue. J'ai supporté ça au point où un jour, après une bastonnade, j'ai loupé de me faire repasser par celui-ci. J'ai décidé d'en informer ma famille et je suis rentrée chez nous avec mon enfant. Le gars, au départ, a fait semblant de vouloir que je revienne. J'ai été catégorique. Je ne pourrai plus jamais le supporter. Ceci s'est passé au mois de février. Aujourd'hui, mon enfant doit aller à l'école et il refuse de me rendre l'acte de naissance de mon enfant. Et il faut noter que depuis février jusqu'à nos jours, il n'a envoyé que 60 000 francs de façon cumulée à cet enfant-là. Comment faire pour entrer en possession de mon acte de naissance? Et si je dois refaire ma vie, comment ça va se passer vu que j'ai été dotée par la famille de la précédente relation? Voilà, sujet encore très important ce matin et nous vous remercions, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez chaque matin et qui à travers, on va dire, Dominique Audrey Oyengelek officiel, on peut bien sûr avoir les histoires. Pour qu'elle aille inscrire l'enfant à l'école. Non. Pour le moment, non. Voilà. Merci. Je rappelais qu'on peut toujours vous écrire à travers Dominique Audrey Oyengelek officiel. Et Michel Gacho. Oui, Michel Gacho officiel aussi, il n'y a pas de souci. Allez vous abonner et puis laissez-nous vos... Et il faut dire aux téléspectateurs d'être patients. Parce que vous ne pouvez pas envoyer une histoire mardi et vous attendre à ce qu'on vous réponde incessamment et commencer à raconter du n'importe quoi, insulter Equinox. Parce que... Donc, soyez patients. Parce qu'il y a des gens qui... Et puis si l'histoire ne tient pas, ne passera jamais aussi, il faut leur dire la vérité aussi. Si, Isabelle. Tout le monde ne sera pas tout comme moi. Passe pas 4 chemins pour le dire, Isabelle Carros de Claude. Elle n'est pas diplomate. Parfois violente aussi. Un peu diplomatie quand même, Isabelle. Ça ne tient pas, elle ne passera jamais. On ne harcelez pas Dominique, mon histoire. Voilà. Donc, mais de toutes les façons, ils sont nombreux qui l'écrivent sur Michel Ngacho officiel. Donc, n'hésitez pas. Et quand on les reçoit là-bas, on renvoie sur Dominique qui sélectionne avec les autres. Voilà. Merci beaucoup. Allez. Qu'est-ce que vous comprenez de l'histoire de ce matin? C'est encore une histoire de mariage. Comment confisquer l'acte de naissance de l'enfant au moment où celui-ci va aller à l'école? Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se dit dans cette histoire? C'est devenu une pratique qui semble être courante aujourd'hui. Lui, le papa, qui confisque l'acte de naissance de l'enfant, ou la maman qui confisque l'acte de naissance de l'enfant. Mais dans le cas d'espèce, c'est le père qui confisque l'acte de naissance de l'enfant. Pour quel intérêt aujourd'hui, Isabelle Carol? Quel intérêt à votre avis? Je ne sais pas pourquoi il s'acharne sur l'enfant. Vous avez des problèmes avec votre partenaire, gérez ces problèmes avec votre partenaire. Il ne faut pas inclure ou immiscer les enfants dans vos problèmes de couple parce que les enfants ne savent rien, sont inconscients, n'ont pas demandé à être avec vous ou quoi que ce soit. Donc, peu importe ce qui se passe entre le père et la mère, vraiment mettez les enfants à l'abri. Vous confisquez l'acte, ça veut dire que l'enfant va passer quoi? Une année scolaire blanche? On rattrape ça comment? C'est tellement compliqué. Entendez-vous sur le principe avec les enfants. Et je crois que cette fille également devrait trouver toutes les démarches possibles pour que l'enfant puisse avoir l'environnement qu'il faut. Avant de prendre certaines décisions, il faut mesurer l'ampleur des dégâts, des conséquences. Ok, je quitte cet homme. C'est pour aller où? Pour gérer quoi? Comment? Ce n'est pas les questions qu'on se pose après. Ce sont les questions qu'on se pose avant. Surtout un acte comme celui-là, je crois que c'est un acte prémédité. Elle n'est pas quittée sous un coup de tête. Elle a pris le temps, elle a mûri la réflexion, elle a longtemps ruminé cela. On voulait la repasser. Bon, elle voulait la repasser. Oui. C'est pas le jour où il voulait la repasser qu'elle est partie. Je veux dire que c'est un cumul de malaise. Voilà. Elle part parce qu'il y a eu un cumul de malaise. Donc je dis, elle a eu le temps de préparer son coup. Elle ne s'est pas levée un matin et puis elle a dit, ok d'accord, je claque la porte. Donc au moment où elle était en train de mûrir cette idée, elle devrait penser à tous ses contours. Maintenant que le fait est fait, l'acte est posé, il faut causer avec le partenaire. Pourquoi est-ce que tu prends l'acte de naissance de l'enfant? Est-ce que c'est parce que tu veux garder l'enfant? Quel âge déjà à l'enfant? Parce que c'est aussi ça, il faut même savoir. L'enfant 2 ans là. Un enfant qui n'a que 2 ans, ça veut dire qu'il ira à l'école forcément l'année prochaine. Ouais. Donc il n'y a pas encore de pression pour que l'enfant
à l'école cette année. Peut-être le discours que vous tenez ce matin, oui, il y a eu des manquements, mais fondamentalement, quel est l'intérêt? Nous, on le sait, c'est le père qui détient l'acte des enfants à la base. Mais maintenant, s'il y a séparation, quelle est l'utilité pour le père de confisquer l'acte de l'enfant et de ne pas permettre justement que l'enfant puisse aller à l'école? Du moins, pas forcément par rapport à l'école, mais quelle utilité de confisquer l'acte de l'enfant? Est-ce que l'homme a peur? Il veut vraiment faire un chantage à cette dame. Il n'y a rien d'autre derrière ça. Non, mais fondamentalement, on a des soucis autour de nous, permanents. Oui. Quelle est l'utilité pour l'homme de garder l'acte de l'enfant s'il estime justement que l'enfant, que ça plaise ou non, si vous voulez aller le changer, allez changer l'acte comme cela vous plaira, c'est mon enfant. Quelle est l'utilité de garder? Heureusement qu'il y a des hommes sur ce plateau qui vous donneront des réponses, parce que nous les femmes, on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les hommes aiment s'accrocher sur l'acte de naissance des enfants. Ouais. Pourtant, ils sont en train de mettre en péril l'avenir de ces enfants. Et quand vous confisquez l'acte de naissance de l'enfant, si elle se remet avec une autre personne, ben, aussi facilement, il pourra lui dire on va refaire l'acte de naissance de l'enfant et l'enfant portera le nom de la personne en question. Donc vous allez vous rendre compte, avec l'enfant, il aura désormais 2 actes de naissance et ça posera un problème. Et 2 identités bien différentes. Donc je crois qu'il y a des bras de fer qu'il faut pas, sur lesquels on ne devrait pas s'appesantir. S'il est un homme, il aurait dû montrer ça autrement. Moi je le dis toujours, les muscles d'un homme, c'est pour protéger sa femme et non pour l'utiliser contre elle. Cette femme quitte le foyer parce qu'elle a été victime de violences conjugales à répétition. Ce sont des choses qu'on ne tolère pas. Et je dis aux femmes, il ne faut jamais tolérer cela. Ne dites pas que non, c'est simplement une gifle. Vraiment, parce que ça commence avec une gifle. Demain sera un fer à repasser. Après, ce sera votre pied qui va passer par là. La violence conjugale, tolérance 0. Peu importe le degré d'amour que vous avez pour cet homme. Le jour où il lève la main sur vous, vous comprendrez ce jour qu'il ne vous a jamais aimé ou alors qu'il est déjà en train de vouloir prendre un autre virage. Ce sont des choses qu'il faut gérer à temps et prendre les mesures drastiques qui s'imposent. Il y a plein de femmes qui nous regardent ce matin et qui sont dans cette situation. Il y a également des hommes qui nous regardent ce matin et qui détiennent avec eux les actes de leurs enfants. Et c'est important justement qu'on en parle. Mais fondamentalement, est-ce que l'homme retient l'acte de l'enfant? Bon, on est d'accord que les questions de violence, on n'en veut pas. Oui. On ne valide vraiment pas la violence ici. Mais est-ce que l'homme détient très souvent l'acte de l'enfant parce qu'il n'a pas confiance justement à la moralité de la maman? Confiance dans quel sens? Qui va avec l'enfant? Si vous confisquez l'acte de naissance de l'enfant, confisquez également l'enfant. L'acte de naissance... Non, les mamans prennent les enfants et s'en vont avec. Et elles vous demandent plus tard, renvoyez-moi l'acte de naissance de l'enfant. Comment vous comprenez ça? Mais vous renvoyez l'acte de naissance. Oui. Quand vous gardez l'acte, ça vous apporte quoi? Honnêtement, vous gardez l'acte de quelqu'un avec qui vous n'êtes pas, ça vous apporte quoi? Moi je dis, si c'est le père qui a les enfants, qu'il détienne les actes de naissance des enfants. Si c'est la mère qui garde les enfants, quels sont les actes de naissance des enfants? N'a-t-il pas le sentiment qu'il sera dessaisi, on va dire, déconnecté de ce qui lui appartiendra? Il ne sera pas déconnecté parce que pour être connecté, il y a d'autres points plus importants. Qu'il s'assure de la nutrition, le logement, l'encadrement, la santé de l'enfant. Vraiment que tout le temps, même via une tierce personne, une tante, un cousin, je ne sais pas qui, il trouve un canal via lequel il pourra s'assurer du pain quotidien de l'enfant, peu importe là où l'enfant vit. Mais ce n'est pas sur un acte qu'il faut s'accrocher. On ne s'accroche pas sur un acte de naissance. Maintenant, aux femmes aussi, parce qu'il faut aller aussi interroger les raisons des violences. Les femmes aussi, des fois, sont victimes de ça parce qu'elles-mêmes sont à l'origine des violences auxquelles elles font face dans leur foyer. Il faut que les femmes apprennent à mieux se tenir. Il faut que les femmes travaillent la posture qu'on a vis-à-vis de son mari. Michel Gatcho, quand on est avec un homme, on l'étudie, on l'apprend. On sait que mon mari n'aime pas quand on lui demande l'argent à 20 h. Il préfère que les questions d'argent financier, c'est à 4 h. Ou bien il préfère que pour telle ou telle autre question, voici comment on l'approche. Donc, essayez de gérer avec tact ce genre de personnes. Parce que si il vous repose pour un plat cassé et à vous de lui dire, ben, Tom, tu étais où quand ce plat se cassait, ça pose un problème. Donc je dis, pourquoi on n'arrive pas à des extrêmes dans le couple? Pour sauvegarder l'union, pour sauvegarder votre amour, pour sauvegarder les enfants et tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, essayez de ménager. Le mariage sont des concessions. Je vais prendre l'avis de Charles Hamel, bien sûr, sur la question. Non seulement on condamne encore et à nouveau les violences conjugales, et sur ce plateau, Charles Hamel Bachou, parce que personne ne va le dire à cela, mais moi je voudrais m'arrêter sur le phénomène qui semble devenu normal pour beaucoup. On est tous des pères, on est tous des mamans également. Maman détient l'acte de naissance de l'enfant, le père semble ne plus avoir un droit sur l'enfant. Le père détient l'acte de naissance de l'enfant, parfois pour garder le lien et dire, si jamais demain il y a une torture, je vais dire... Un bout de papier. Oui, ça peut s'en mettre un bout de papier. Mais qu'est-ce qui justifie justement? Est-ce qu'on n'a pas peur aujourd'hui, quelquefois, des moralités des femmes, en confisquant l'acte de naissance des enfants, Charles Hamel? Monsieur Michel Ngachou,
Le monde n'est pas construit dans un vase clos. Et je suis choqué et peiné que chaque jour que nous débattons sur des sujets du jour, on revient sur cette épineuse question. On s'est dit finalement qu'on a affaire à des gens qui ne comprennent rien. Certains. Qui ne comprennent rien. Certains. Vous ne pouvez rien faire sans la famille. Tout ce qu'on reçoit comme histoire, toutes ces histoires qu'on reçoit, c'est des conflits. Ce n'est pas parce qu'on t'a boxé que tu vas sortir en courant pour partir. Il y a la négociation du départ. Je ne peux plus. Je pars. Mais je veux bien partir. C'est un peu comme ces employés qui, pour démissionner un matin, ils ne viennent plus, ils n'appellent pas. Ils disparaissent. Parfois, ils envoient même le texto à leur patron. Je ne viens plus. Ne me cherche plus. Ma part est bonne comme ça. L'ingratitude. Non. Il faut savoir négocier son départ. Monsieur Michel Ngachou, en toute chose, il faut savoir négocier son départ. Merci, vous m'avez pris, on a été ensemble, vraiment. Il y a eu un virage, c'est devenu douloureux. Je ne peux plus supporter la relation. Je me rends compte que si toi et moi, nous vivons ensemble, il peut y avoir un cadavre qui va tomber. Je veux que tu prennes un peu de l'âge. Retire-toi, retirons-nous un peu, séparons-nous un temps pour essayer de voir, négocier la séparation. Beaucoup de mal et des mots que les gens vivent partent de là. La preuve, elle a décidé de partir. Elle n'a pas cherché à négocier, elle a dit pour elle était bon comme ça. Mais elle a oublié il devait avoir un autre facteur qui devait la ramener. Aujourd'hui, on est là, l'acte de naissance. Comment elle est partie, les insultes qu'elle t'a envoyées, pareil pour l'histoire d'hier avec la belle famille qu'on a taxée de sorcière et qui a tué. C'est ça. Les gens n'ont pas là de la négociation. Monsieur Michel Ngachou, l'instruction appartient au père. L'éducation est la priorité de la mère. C'est le père qui détient l'acte de naissance. La mère n'a pas vocation de conserver l'acte de naissance. Jamais. Je dis bien, la femme n'a pas vocation de conserver les choses de la famille. C'est le père. D'accord. Et lorsqu'il n'y a pas de père dans la famille monoparentale, c'est le chef de famille à qui on peut remettre les actes, les diplômes, les dossiers importants. C'est à lui, au chef de famille, qu'on peut garder. Bon, certaines familles vont me poser la question de la sorcellerie, des chefs de famille sorciers et tout, mettons ça en merde. Dans ce cas, M. Michel Ngachou, c'est le père qui doit payer, c'est lui qui décide. Ce n'est pas la mère qui décide du lieu d'inscription de l'enfant. Elle a la garde de l'enfant. C'est reconnu jusqu'à 7 ans. Elle a la garde de l'enfant. Mais l'inscription, c'est à elle de venir dire l'enfant a un tel âge d'aller à l'école. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'il se prononce en disant non, je n'inscris pas mon enfant. Là, il y a une mesure, une procédure judiciaire qu'on peut entamer parce qu'il a empêché que l'enfant ne suive le processus. Il y a toute une procédure et il sera frappé et coupable. Mais elle dit, donne-moi l'acte pour que je parte inscrire. Non, monsieur, ne donne pas cet acte de naissance. Garde cet acte de naissance. Attends qu'elle vienne te dire qu'elle va inscrire et tu vas inscrire ton enfant. D'accord. C'est bien évidemment le point de vue de Charles-Amel Mbachou ce matin. Et bien, Dominique Audrey veut réagir spontanément. Vous gardez la naissance d'un enfant qui n'est pas là. L'enfant n'est pas là. Vous gardez la naissance, ça porte quoi de garder ça? J'ai reçu quelques questions concernant l'acte de naissance et j'ai répondu. Voilà. S'il avait posé sur la nutrition de l'enfant, on aurait un débat. Revenons, Dominique Audrey. Je dis encore, nous condamnons fermement les violences conjugales sur ce plateau. On ne permet pas, on ne voudrait plus entendre que cela s'est produit, je ne sais pas, dans une quelconque famille, mais la question de l'acte de naissance, il y en a aujourd'hui, je ne sais pas pour des hommes comme nous, qui parfois confisquent l'acte de naissance, gardent l'acte de naissance, parce qu'on n'a pas confiance à la mère. Elle fera quoi avec? Il y a des mamans qui, une fois même, l'acte de naissance, vous ne l'aviez pas, vous ne le lui remettez pas, et elle prend sur elle d'aller refaire un autre acte pour l'enfant. Alors, au final, est-ce que ça ne pose pas de problème, au vu de l'argumentaire quand même de Charles-Amel Mbachou aujourd'hui, de dire que la mère ne devrait pas avoir l'acte de naissance, c'est le papa qui doit l'avoir? Là, je ne sais pas. Vraiment, honnêtement, je ne sais pas. Si une femme
garde les actes, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? Ça diminue votre paternité? Ça diminue vos droits sur cet enfant? Non. Si il rend l'acte à la mère, et vous avez évoqué le problème de la confiance, Michel Ngachou, quand vous donnez l'acte à la mère de l'enfant, elle peut faire quoi avec? Qui devrait diminuer la confiance que vous pouvez avoir? C'est juste un bout de papier qui peut se brûler en votre possession, que vous pouvez égarer dans un taxi. Donc ça ne représente, c'est juste une formalité administrative, mais l'enfant reste le vôtre. Déjà, il faut encourager cette femme qui n'est pas restée, qui a informé sa famille avant de partir de ce mariage, parce qu'on aurait pu la repasser. Et on devait parler de son sujet ici à la revue des réseaux sociaux. Une femme a été repassée par son conjoint, par son mari. C'est bien d'être parti. Il ne faut pas avoir peur de recommencer. On ne peut pas s'arroger la responsabilité, la paternité d'un enfant sans savoir ce que cet enfant mange. Il ne suffit pas d'avoir donné de votre semence pour être un père. On est père quand on fait plus que ça. Vous avez mal agi, vous avez battu la mère de votre enfant, vous avez frôlé le repassage, certainement la mort, ça on vous le concède, et elle a décidé de partir. Elle a le droit de dire que je ne veux plus recommencer avec vous. En retenant l'acte de l'enfant, ce que le père veut, c'est l'apprendre par les sentiments et l'obliger à revenir à la maison. Si tu veux que l'enfant soit inscrite, il faudrait que tu reviennes avec moi. Tu reviens à la maison avec l'enfant et on va l'inscrire, on va vivre comme une famille parfaite. Sauf qu'il n'y a pas de famille là-dedans. Il n'y a pas de famille là-dedans. Et on va se plaindre ici de ce que il y a la multiplicité d'actes de naissance. Il y a les femmes qui font de faux actes de naissance. Oui, les femmes vont faire le faux acte de naissance parce qu'il y a retention des vrais actes de naissance. Mais Charles a même parlé tout à l'heure de la négociation du départ. Vous voulez qu'on négocie quoi? Le départ. Vous voulez me repasser, je négocie quoi avec vous? Je négocie quoi? Si elle était morte. Oui, nous sommes d'accord. Je dis encore nous condamnons. Mais la question de la négociation, parce que l'acte de naissance en réalité, comme Charles le dit, si les familles s'asseyent et on reconnaît que voilà, on ne pourra plus faire chemin ensemble, bon, moi je remets l'acte en tant que père à la maman, puisqu'elle veut garder l'enfant. Il n'y a pas de souci, on est d'accord. Mais quelle est la... On n'a pas besoin de cérémonial on parle de négociation. Gachou, j'habite à Bétois. Je suis partie avec l'enfant, on n'est plus ensemble. S'il te plaît, je veux inscrire l'enfant. Est-ce que tu peux m'expédier l'acte? Va dans une agence, tu mets ça dans une enveloppe, tu payes 1000 francs, 5000, 3000, je ne sais pas trop combien, tu m'envoies l'acte. Dès que je finis d'inscrire l'enfant, je vais te renvoyer l'acte. Il ne faut pas rester à cheval sur certains détails. Fais la copie, ce n'est pas un problème, mais j'ai besoin d'un document qui me permette d'inscrire mon enfant. Où tu montes, où tu descends, ça ne m'intéresse pas. J'ai tourné la page en ce qui te concerne. Je ne suis même plus avec toi. Et tu viens t'arranger. Tu viens t'arranger. L'acte de naissance, Ton acte de naissance. Attends, l'acte de naissance. Si tu restes à cheval sur cette position, on aura une femme qui va aller fabriquer un acte de naissance et qui va inscrire son enfant. La vie va continuer. Quand l'enfant va grandir, elle sera condamnable. Il faut le dire à la fin. Elle sera condamnable. Ok, donc. Et c'est 10 ans de prison, madame, ferme, sans aucune possibilité de libération avant d'avoir purgé votre peine. Beaucoup dont iront en prison dans ce cas. Il faudra donc dire à cet homme que si vous voulez, tant que ça, être le père d'un enfant, de février à octobre, un enfant ne peut pas manger seulement 60 000, un enfant de 2 ans. Le débat également est là. Vous ne vous occupez pas d'un enfant et vous refusez de rendre l'acte. On est d'accord que le débat à nutrition, justement, c'est une obligation pour le papa. Il ne fait donc pas. Oui, on est d'accord. Il ne fait pas. Mais non, on voudrait également se rassurer, et là j'insiste sur le mot confiance. Oui. Il y a des mamans qui sont capables aujourd'hui. Permettez. Ça ne change rien. Non, comment ça ne change rien? La confiance a quoi à voir avec l'acte de naissance de l'enfant? Il y a des mamans qui ont confisqué l'acte de naissance de l'enfant, qui sont allées refaire l'acte de naissance de cet enfant, quelquefois, parfois même déchirant les souches dans les mairies. Et le père, quand il vient plus tard, on lui dit l'enfant, on ne le reconnaît pas. Et il y a même un texte de loi qui dit que l'enfant appartient à celui qui épouse la femme. Michel, voilà. Mais fondamentalement, vous ne pensez pas que c'est les soucis à un moment donné qui amènent les parents à se dire je peux garder? Michel, est-ce qu'on a besoin de l'acte original pour faire un faux acte? Voilà une femme qui est honnête, qui est droite. Comment vous allez justifier le diplôme de l'enfant avec un nom qui n'est pas celui de son papa? C'est problématique. Elle n'a pas besoin de l'acte original pour faire un faux acte.
C'est une femme qui sait que son enfant a un père quelque part et elle ne voudrait pas dissocier ce père. On n'est pas père parce qu'on détient l'acte de naissance de son enfant. Nourrissez votre enfant, payez la pension de votre enfant. C'est une obligation. Pension, nutrition, c'est une obligation. De février à octobre, vous avez donné 60 000 à un enfant de 2 ans. Le lait, c'est combien par mois? Dominique Audrey. Vous voulez vous asseoir? Vous connaissez bien comment, parfois, nos sœurs peuvent avoir, on va dire, un comportement. Elle n'a même pas le point d'argent, elle veut l'acte. Oui, il donne simplement l'acte, ou bien s'il doute, hein, il se déplace, il vient, il inscrit l'enfant. Elle peut même payer, il inscrit et il part. Alors, si c'est avec ça qu'il va être sûr qu'il a un père vraiment. C'est la meilleure solution pour un Bengan. Parce qu'il y a des moments qui vont te dire, moi j'ai inscrit l'enfant dans une école, on va malacter l'enfant, moi je voudrais que l'enfant suive son cursus normalement. Est-ce qu'il n'y a pas lieu ici, rapidement, de revenir demander. Je reprends encore les thèmes de M. Mbatucha Lamel qui parle de la négociation d'une bonne séparation et qui devrait, dans la mesure, garder l'acte de l'enfant, Maman Bengan. Vous savez, non, papa. Si j'étais un peu sadique, j'aurais dit aux garçons d'aujourd'hui, ne vous mariez plus. Parce que il est difficile d'avoir des femmes, des partenaires. Ça devient de plus en plus difficile. J'ai un ami, il a fait un enfant. Il était avec une fille qu'il a abandonné avec un enfant de 10 mois. La fille a épousé un blanc qui travaille dans une multinationale, un Français. Elle a abandonné le gars. L'enfant a cette année 2011 7 ans. Elle est venue l'année dernière. Il dit, je veux voir l'enfant et tout. Donnez-moi l'enfant. Il lui a donné l'enfant. La fille s'était enregistrée, était dormait dans un hôtel ici à Douala. Elle ne s'est pas fait enregistrer, elle s'est fait enregistrer avec un autre nom. Et c'est une connaissance de mon ami qui voit comment on est en train d'établir un passeport à l'enfant. C'était l'année dernière. Oui. On voulait fuir avec l'enfant. La sœur aînée de la fille, cette fille a fui comme ça avec 2 enfants. Ils sont en Belgique. Donc, j'ai dit, si j'étais sadique, j'allais vous dire, ne vous mariez plus. Bon, cette fille ici, elle est une mauvaise femme. Mauvaise. Première chose, son mari est violent, on condamne. Elle ne dit rien à sa belle famille. Rien du tout. Là, elle n'a pas mentionné. Non, elle dit elle-même qu'elle a dit à sa propre famille. Ah, elle, oui. À sa propre famille qui vient gérer, elle ne dit rien à sa belle famille. Donc, il n'y a pas de chef de famille là-bas. Il n'y a personne. Donc son mari, même s'il est un orphelin, il dit quand même qu'il y a eu un mariage coutumier. Donc ceux qui ont participé au mariage coutumier n'existent plus. C'est elle, c'est j'ai. D'accord, sa famille a donc estimé qu'elle pouvait partir. Mais elle a oublié que l'enfant devait avoir une première chose. Deuxième chose, elle se plaint, 60 000, oui. Comment on inscrit un enfant de 2 ans à l'école? C'est un acte d'irresponsabilité première. D'irresponsabilité. L'enfant va à l'école à partir de 3 ans. 3 ans et demi. Mais là, c'est pour l'année prochaine. Est-ce que l'enfant a 2 ans? C'est l'âge de l'enfant aujourd'hui. Deuxième chose. Troisième chose. Inscrire l'enfant à l'école nécessite copie d'acte conforme par la signature à la mairie ou à la sous-préfecture. Ce n'est même pas au commissariat, c'est mairie ou sous-préfecture. Elle aurait pu demander l'acte. Pourquoi? Elle a des idées sataniques dans la tête. Tout comme son mari qui tapait sur elle. Oui, confisquer et envoyer l'enfant fait perdre de vue l'enfant. Mon fils ne donne pas. Donne pas. Et l'enfant n'ira pas à l'école. Envoie la copie. Va faire signer la copie à la mairie ou à la sous-préfecture. Tu lui envoies. Mais l'acte est là. Qu'elle fasse le faux, on verra. Mais au moins, conserve l'acte, envoie-lui une copie signée conforme. Est-ce que vous semblez justement envoyer un message aux mamans ce matin qui nous regardent et qui, quelquefois, se sont illustrés dans le faux en leur disant c'est dangereux, Maman Bengan? Isabelle Carole vient de dire quelque chose à l'entame de l'émission. Et Charles Lamel a répété ça d'une autre manière. C'est une histoire, ça. Justement, si on est vraiment, si on suit l'émission et on pense qu'on doit l'émission, enlever le jeu, négocier le départ. Ça ne marche plus. Vous négociez, vous partez. La famille qui vous a accueilli, vous lui dites, maman, papa, votre fils là,
C'est Satan. Vous allez trouver mon corps ici, inerte un jour, vraiment, je ne peux plus. Je veux partir. Et c'est à ce moment, tout comme quand vous trouvez une fille avec un enfant, vous négociez la paternité de l'enfant ou l'encadrement de cet enfant. De la même manière, quand vous sortez d'une relation, vous refaites la même chose. Le problème du jeu, j'ai dit qu'il m'envoie que... de la dot, puisque c'était un mariage coutumier, qui des deux parlait? Personne ne parlait. D'où vient le jeu là maintenant? Très bien. Donc vous demandez au papa de ne pas remettre l'acte de Ne remets pas mon fils. Envoie de signe la copie, voilà. certifier la copie, tu lui envoies. Et si papa n'est plus là aujourd'hui justement, ça revient donc à la carte de paradis à cette fille. Tu viens d'Abel Pami, on revoit. Quels sont les processus? On dit, voilà, notre fille est partie avec notre fille, l'encadrement, c'est comment ça va se faire. On peut contraindre le garçon à un type de comportement. Absolument. Voilà. Merci Mbon Bengan. Merci à vous, mesdames et messieurs. Vous êtes très nombreux, bien sûr, à nous laisser vos commentaires, réactions, par SMS d'ailleurs et sur Equinox Télévision. On vous lira, s'il vous plaît. Restez les nôtres. Tout de suite, la colère. Que nous signe Charlemagne Batchou. Je m'interroge ce jour sur la question des contentieux judiciaires, véritable goulot d'étranglement à la compétitivité des entreprises dans ce pays. À faire le tour des différents tribunaux, sur la table des magistrats, il y a une pile de dossiers liés au contentieux. Comment comprendre le fait pour les entreprises de se retrouver asphyxiées du fait des contentieux judiciaires? Qu'est-ce qui justifie cette ruée des directeurs, des managers vers les tribunaux? Désormais, il ne passe un seul jour sans qu'on aborde cette question de contentieux. C'est devenu la une, pratiquement, dans les tribunaux. S'agit-il d'un phénomène conjoncturel ou d'une réelle crise de management? Combien ces contentieux coûtent-ils aux entreprises? On parle de 10 milliards de francs CFA pour ce qui est du Cameroun. Comment comprendre qu'il n'existe aucune donnée claire, encore moins officielle sur le sujet, qui pourra permettre d'avoir une idée claire sur la situation au Cameroun? Pourquoi la question du risque semble-t-elle devenue si importante pour les entreprises que celle du bénéfice? Comment comprendre que les contentieux judiciaires plombent la compétitivité des entreprises camerounaises? Comment comprendre que chaque année, entreprises, start-up, associations dépensent des milliards de francs CFA dans des procédures judiciaires sans fin et interminables, aboutissant parfois à la faillite parce qu'on a tellement dépensé? Il faut dédommager X, il faut payer Y, il faut Z. Exercice devenu récurrent qui creuse les caisses des entreprises et conduit parfois à leur fermeture. Comment comprendre qu'en 5 ans, 2015 à 2020, un exemple, l'Africa Foot a dépensé près d'1 milliard de francs CFA dans des procédures judiciaires. 1 milliard de francs CFA. Comment comprendre que la plupart des grandes industries camerounaises semblent avoir fait des tribunaux leur deuxième terrain de jeu? Les entreprises chargées de la distribution d'énergie au tribunal. L'entreprise chargée du transport ferroviaire au tribunal. Les entreprises de téléphonie mobile au tribunal. Les banques au tribunal. L'entreprise chargée du transport aérien au tribunal. Il faut le dire, voilà des géants qui ont à un certain moment réservé une part importante de leur stratégie dans la gestion des contentieux. Comment comprendre le jeu et le rôle trouble de certains responsables du secteur judiciaire, spécialistes pour faire tarder, spécialistes
pour faire durer le conflit, les contentieux qui vont de dilatoire en dilatoire, histoire de s'engraisser au dos des différentes entreprises. Et il suffit de parcourir les journaux pour comprendre de quoi on parle. Savez-vous qu'en un an, notamment entre 2020 et 2021, c'est près d'une demi-douzaine de procès qui sont pendants contre le port autonome de Douala devant les juridictions nationales et internationales. Au prix de combien? Au prix de quoi? D'où sort cet argent? Comment est-il dépensé? Pour quel résultat? Comment comprendre que la problématique du risk management se pose avec acuité dans tous les secteurs d'activité de ce pays? Église, organisations non gouvernementales, départements ministériels, administration publique, parapublique et même des États sont désormais appelés à la barre. Ne parlons pas de l'État du Cameroun qui reçoit des plaintes à gauche et à droite et dont le plus important en ce moment est en France. Comment comprendre qu'au Cameroun, pour gérer les dossiers contentieux et éviter ainsi de se retrouver devant les tribunaux, certaines administrations font le pas en créant des commissions spécialisées, des services et bien d'autres entités parce que prêts au combat. Dans presque toutes les structures aujourd'hui, il y a un département né, nouveau-né, le département contentieux, affaires contentieuses, pour quel prix, pour quel but, pour quel objectif. Suivez mon regard. Dans les réalités du Cameroun, cette colère nous ramène justement dans les nombreuses, on va dire, failles créées quelquefois dans les entreprises pour faire tomber X ou Y. Mais surtout, Charamel revient sur une colère baptisée la question des contentieux judiciaires, véritable goulot d'étranglement à la compétitivité des entreprises au Cameroun. Comment peut-on aujourd'hui, à un moment donné, lorsqu'il y a un contentieux au sein de l'entreprise, à faire appel au droit? Il faudrait que le droit se dise, mais que l'on se rende compte qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre qui torpillent bien sûr le droit, afin que ceci ne soit pas dit au bénéfice de ces derniers. Mais surtout, on parle de goulot d'étranglement Bombengan. On s'en souvient encore de cette récente sortie du JICAM ici qui interpellait le ministre de la Justice, garde des Sceaux, sur, on va dire, les textes de loi protégeant et encadrant à la fois le patronat camerounais. Pour parler de cela dans sa largeur, on va peut-être pas revenir sur les éléments les plus petits, mais là c'est un problème réel au Cameroun aujourd'hui. La justice était complice de l'échec de l'économie nationale. Tout à fait, oui. Et je me rappelle encore de cet avocat, Maître Nguini. Oui. Il a voulu s'immoler dernièrement à la place portuaire parce qu'un de ses partenaires étrangers, je pense centrafricains, voulait investir ici. On lui a extorqué plus d'un demi-milliard de francs. Et sans que cela n'arrive, lorsqu'un avocat arrive à ce point où il s'est versé de l'essence, il a failli de peu. Heureusement que ses confrères étaient à côté. Et on pensait qu'il s'amusait, il ne s'amusait pas. Donc, parmi les piliers, ou alors les instruments qui permettent de voir s'il y a une consolidation de la démocratie dans un pays, c'est le climat des affaires, c'est la justice. La justice au Cameroun ne permet pas un environnement sain dans l'éclosion des affaires. C'est pour ça que je vous ai répondu par l'affirmative à votre question. La justice est en panne dans notre pays. Le pouvoir judiciaire est en panne dans notre pays. Je prends un simple cas. Les entreprises liquidées ou de l'État qui sont sorties de paix, oui, liquidées ou privatisées, où en sont-elles? Les employés sont où? Vous me permettez voilà, justement de faire le trait d'union sur une affaire qui est pendante et qui est assez éclectique pour bon nombre de Camerounais. C'est l'affaire Kamchip, voilà, qui est une illustration parfaite justement du rôle que joue la justice dans une affaire comme celle-là. Le rôle dont je ne joue pas la justice. Donc en fait, la justice, pourquoi vous avez une balance? C'est justement parce qu'on pèse, on essaie de voir. La justice camerounaise a laissé l'État, le pouvoir exécutif, couler les entreprises camerounaises. Ailleurs, vous avez entendu Eva Joly a dit, pour peu qu'on ait dit que ELF, la pire ELF permet de faire des coups d'État en Afrique, faire des coups d'État, elle a dit, je vais m'intéresser à ELF. Elle a même impliqué le PDG de ELF à l'époque
y compris François Mitterrand, le président de la République, et beaucoup de chefs d'État. La justice au Cameroun a laissé le pouvoir exécutif faire des choses, alors que l'impouvoir. Autre chose, vous avez quelqu'un qui reproche à son entreprise d'être mal licencié. La justice ne peut rien faire. Nous avons eu ici, par exemple, les 12 employés de la communauté urbaine que Ntoné avait piétiné les lois. Il a dit, je vous enlève, vous me faites quoi? La justice a été incapable de rétablir dans leur ordre et d'intimer la communauté urbaine de leur prendre. Il a fallu Mbassadime qui est venu en disant que non, vraiment, il y a quand même des choses. Ces gars-là, ils ont raison. Gars, venez prendre vos travaux. Maintenant, est-ce qu'on va leur payer alors tous ces dommages? Point d'interrogation. Nous avons des camarades, nous avons. Donc, justement, la justice devait être le pilier des affaires. Ne parlons pas de foncier. Quand il y a des faux titres fonciers au Cameroun, comment la justice traite des problèmes fonciers? Il a des auxiliaires de justice comme les notaires. Les magistrats savent que le notaire là, vraiment qu'il faut. Or, c'est eux qui ont la possibilité, par des procureurs, par des juges d'instruction, ils peuvent même organiser des commissions rogatoires. Ils ne font pas. Nous avons, je vais terminer par là, 2 banques ici, dont je vais citer. La SCB et la BISEC, où il y a eu distraction d'argent. La justice au Cameroun est incapable de démontrer où est parti l'argent de la SCB et de la BISEC. Les gens croupissent en prison, il y en a même des innocents dedans. Justice complice justement, justice camerounaise, complice de l'inertie, complice de, je vais dire, de l'échec de l'économie. Au final, bon Bengan, qui peut reprendre les choses en main? La justice, c'est un pouvoir. Oui, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait au moins 2-3 magistrats fous qui vont dire, par exemple, vous avez pris le cas. Qu'est-ce qui s'est-il même passé avec les privatisations? Le cas de la Camship. Oui. Comment une entreprise qui avait des navires, l'État du Cameroun permet qu'on vend cette entreprise à 150 millions. Et cette entreprise aujourd'hui est en train de disparaître au profit de celui qui dirigeait l'entreprise à l'époque. Parce que lui veut étendre, j'allais dire, ses réseaux en tuant l'entreprise de l'État, mais en se sucrant lui-même. Vous ne comprenez pas cela. Et d'autres choses, vous avez des contrats. Une entreprise fait un contrat, on dit c'est le tribunal qui seront, voilà. L'affaire devient devant le tribunal. Le tribunal commence à jongler, à monter, à descendre, alors que la vérité est là, l'entreprise doit relancer. Mais la justice vous maintient dans un état, j'allais dire, d'atermoiement, tel que, et vous les employés qu'on a mis en prison, et le promoteur même, personne n'est en mesure de relancer tout. Voilà des procès qu'on a et tout. Donc, la justice au Cameroun doit prendre son pouvoir et doit s'émanciper du pouvoir exécutif. Très bien. La justice doit s'émanciper du pouvoir exécutif d'Imbomo Bengan Kandji ce matin. Et là, est-ce que c'est une possibilité au Cameroun actuellement, Isabelle Carozopet? Mais là, on parle quand même de compétitivité. On parle quand même d'une économie qui est en panne aujourd'hui. On estime, à travers la colère exprimée par Chalamel, que la justice ne joue pas pleinement son rôle afin de rétablir qui dans ses droits, afin de propulser l'économie nationale. Finalement, on est mal barré. On est mal barré parce que la justice aujourd'hui est loin de jouer son rôle, de traiter tout le monde comme tel et de rendre son verdict sans état d'âme. Ouais. Elle doit et devrait pouvoir être neutre lorsqu'il s'agit justement de la gestion de différents contentieux. Mais tel n'est pas le cas. Si vous êtes plus nanti, si vous appartenez à tel ou tel autre parti, si vous êtes de tel ou tel autre réseau, si vous avez des bras assez longs, ben dites-vous bien que vous serez mieux traité que l'autre. Ça veut dire qu'il y a une iniquité là-dedans. Il n'y a pas égalité, il n'y a pas transparence. Dans le travail de la justice. Dans le travail de la justice. Il n'y a pas cette transparence-là. Tout le monde n'est pas traité
vraiment à la même enseigne. C'est pourquoi vous évoquez les réseaux et les partis. Oui, pourtant, si on est tous égaux devant la loi, ça veut dire qu'on doit avoir droit au même châtiment. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre appartenance politique ou votre classe sociale. Mais aujourd'hui, il y a tellement de facteurs qui influencent et qui fragilisent la justice. Et c'est nous-mêmes qui fragilisons cela parce que le niveau de fraude est tellement élevé dans cet espace-là. Ça, il faut le dire. Et il faut qu'on puisse, à un moment donné, se dire, si cette affaire est portée en justice, que la justice fasse son travail et rende son verdict, sans que des votes, des pots de vin ne passent derrière, sans que des gens n'usent de leur nom, de leur appartenance pour vouloir influencer. Malheureusement, que ce soit ceux qui sont en interne ou ceux qui sont concernés par ces affaires en justice, l'un comme l'autre est impliqué dans ce genre de réseau. Dire en même temps, aujourd'hui au Cameroun, à la lumière de la colère, ce matin, est-ce qu'il ne faudrait pas, Dominique Audrey, à un moment donné, se poser des questions véritables sur, n'est-ce pas l'occasion aujourd'hui, au-delà des griefs posés sur le plan économique, que l'État se lève aujourd'hui et demande à ce qu'on fasse au moins les états généraux de la justice au Cameroun pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui coince, et pour sortir forcément le Cameroun des difficultés qu'il connaît du point de vue judiciaire. Vous parlez de l'État que le maire décédé, c'était Paul Ekenge. Oui. Il a traîné l'État en justice. Oui. C'est de cet État dont vous parlez. Le maire décédé? Oui, Paul Ekenge. Oui. Oui. Cette histoire de contentieux concerne tout le monde. Lorsqu'on parle de contentieux, parlons par exemple des sociétés de téléphonie mobile. Ce sont des sociétés qu'on devrait traîner en justice de par la qualité de l'Internet, de par la qualité des services qu'on nous donne lorsqu'on paye de l'autre côté. C'est pour ça que tous les jours, ils sont traînés en justice. Et pareil pour la société distributrice d'électricité. Parlant de l'eau, alors c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. On devrait tous les traîner en justice. C'est ça le contentieux. La presse à caractère économique nous présente par exemple la situation au Congo en nous présentant un exploitant minier qui a choisi de traîner l'État congolais en justice et réclame la somme de 27 milliards de dollars parce qu'on leur a retiré le permis d'exploitation et tout. Donc ils estiment qu'en termes de dommages, en termes de pertes, voilà ce que l'État doit leur donner. Le service du contentieux est chargé de prendre les plaintes des clients. Tant qu'on n'a pas de commission dans toutes ces entreprises-là, que ce soit les sociétés brassicoles, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau des banques même, on aura toujours ces sociétés qui seront devant les tribunaux et qui vont perdre. Oui, nous vous écoutons. Le JICAM, par exemple, et la douane ont une commission qui est chargée de gérer ce genre de dossier. Dans nos entreprises, malheureusement, on n'anticipe pas. Parce que le risque en entreprise prévoit qu'on pourrait avoir des problèmes lorsqu'on va lancer telle campagne, par exemple d'offres de crédit de téléphone ou bien d'offres d'énergie ou bien de transport. Donc si on lance ça, il y a des chances qu'il y ait des clients qui ne soient pas contents. Et si on a des clients qui ne sont pas contents, il faudrait qu'on pense à compenser ça de cette façon. Mais si on n'anticipe pas sur comment les gens vont gérer ce qui n'est pas bien arrivé. Vous faites des illustrations pour qu'on puisse mieux comprendre. Oui. Fondamentalement, est-ce que, comme elle l'a très bien dit, je parle d'Isabelle Carrot-Zoupette, les pots de vin, la corruption, le mapartisme, on va dire ainsi, ou encore des positions avec un parti politique, dit-on, au sommet de l'État aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas cet ensemble-là qui fait que la justice soit plombée et on va même dire le fait que la justice soit en dessous du pouvoir exécutif, pourtant la justice est supposée être le parapluie social à même d'être dessus et de faire son travail véritablement, Dominique Audrey. Je ne partage pas totalement parce que je connais des gens qui ont eu gain de cause dans certains procès. Qui ça? Des gens qui ont eu gain de cause avec des sociétés. Vous le comparez de M. Yanding? Non, ça n'a rien à voir. C'est un exemple. Je connais des gens qui ont gagné des procès avec des sociétés de téléphonie. Ouais. Il y a des gens qui ont gagné des procès avec des sociétés de distribution d'énergie.
Donc oui, il y a des pots de vin, certainement, c'est quand c'est à grande échelle, mais il y en a également qui ont gagné des procès parce qu'on vous a mal servi, parce qu'on vous a surfacturé. Regardez une maison d'à peine une mini-villa qui se retrouve à payer peut-être 1 million de factures d'électricité et on vous impose de payer d'abord. Vous avez le droit d'engager des contentieux à ce niveau et vous pouvez avoir gain de cause. Donc oui, effectivement, des pots de vin, la corruption et tout ça entre, mais il faut que ces entreprises puissent anticiper sur les contentieux, auquel cas on aura des entreprises qui vont faire faillite. Imaginez une société qui a 15 procès à lui intenter par des clients. Il faut dédommager encore et encore et encore, on va finir par fermer boutique. Mais surtout, on est en train de lire l'attitude de la justice chez Alain Bachou. Regardez le dernier cas au PAD, par exemple. D'accord, vous l'avez très bien dit, voilà. Chez Alain. La justice est devenue un goulot d'étranglement à l'émergence, au développement économique au Cameroun. Ah ben, fondamentalement, l'entrepreneur en chef a-t-il un regard sur ces questions aujourd'hui? Votre commentaire? Non, monsieur Michel Ngachou. Il s'en soucie encore, à votre avis? Non, monsieur Michel Ngachou. Je ne vous réponds pas à la négative, non. La plus grosse mafia dans ce pays est tenue par les contentieux. Judiciaire. Regardez tous ceux qui travaillent dans le principe des contentieux, monsieur Michel Ngachou. C'est des gars qui roulent carrosse. C'est des gars qui sont à l'aise. C'est des gars qui ne souffrent pas. C'est devenu tout un département de contentieux. C'est des personnes qui ont des lignes directes des magistrats, des lignes directes des avocats, des lignes. Il y a des avocats qui ne sont spécialisés que pour les contentieux. C'est ça qui donne l'argent. C'est ça qui donne l'argent, monsieur Michel Ngachou. La corruption, les contentieux donnent l'argent. Il y a des gens, ils prennent un dossier. Il achète ton problème. Il prend ton problème, monsieur Michel Ngachou. Là où il devait avoir le point, mais la virgule, on complète. Ça arrive, on lit. Manque de ceci, reformulation. Tout le temps que ça tourne, ça perd. Vous vous retrouvez à perdre le temps, monsieur Michel Ngachou. C'est l'argent qui entre, ça se gère. Vous avez des personnes qui profitent du contentieux pour jouer de l'entreprise. Parfois, mais c'est des cadres d'entreprise qui jouent dans le contentieux. Bon, vraiment, tel dossier-là, on est en train de vous la perdre. Hein. Il faudrait qu'on donne temps au juge pour que le juge puisse retourner. Ok, d'accord, allez-y. Ça creuse les caisses de l'entreprise, monsieur Michel Ngachou. Ça alimente un secteur informel que vous ne voyez pas. Vous avez des gens ici. Monsieur Michel Ngachou, le gars dit, je ne vais jamais payer. Un employé qui part, je ne vais pas le payer. Vous engagez tous les procès, vous entrez en contentieux. Il préfère aller verser là-bas, chez le magistrat. Il préfère aller verser là-bas que de vous donner 1000 francs. 2000 pour vous dire que bon, prime de bonne séparation, dégage de ma vue. Non, monsieur Michel Ngachou, il va régler. C'est le contentieux. Je vais parler dans tout ce que les autres ont dit, monsieur Michel Ngachou. Le contentieux fait vivre. Le contentieux alimente. Mais vous voyez des juges qui disent que mais il n'y a rien, je n'ai pas de dossier. C'est là où, c'est dans le contentieux qu'on arrange, on aménage. Vous réclamez quoi? Il doit me verser le carburant. Tout un bateau de carburant. Je vous avais entendu la livraison, ce n'est jamais arrivé. Ah bon, ce n'est jamais arrivé, mais nous on a quand même encaissé l'argent. Mais nous on se plaint de... Le juge achète. Première chose, incarcération. On acclame la banque, incarcération. Vous devez commencer la négociation, vous entrez au contentieux. Est-ce que c'est de votre règle? Que dit le texte de Wada? Que dit ceci? Il vous laisse vous bavarder. Je vous ai déjà appris. Maintenant, le contentieux en discussion, les pots de vin, ça circule. Nous avons seulement dans le contentieux administratif, le contentieux, on a l'excès de pouvoir. On enregistre au Cameroun, je dis seulement contentieux administratif, excès de pouvoir. On enregistre 25 400 dossiers. Excès de pouvoir. Sur l'année. Oui. Mais ça gagne un billet dedans, dans le cadre de l'excès de pouvoir. Abus d'autorité. Excès de pouvoir, monsieur Michel Ngachou. Très bien. Contentieux administratif. Vous avez le contentieux administratif de pleine juridiction. Contentieux administratif d'interprétation, de répression. C'est lourd. On va y revenir, cher Alain Bachou. Madame, messieurs, comprenez vos grandes choses à ça aujourd'hui. Eh bien, on vous prie en même temps d'ouvrir grandement, on va dire, les oreilles. Mais surtout qu'ensemble, nous essayons d'allumer nos cerveaux et d'ouvrir les yeux. Parce que là, ça va très mal.